Bonjour, je m'appelle Alix Elmeguizot et je suis professeure de biologie en classe préparatoire, ce qui peut vous surprendre puisque l'objet de cette série de vidéos est de commenter le livre de philosophie de Georges Canguilhem. Mais en fait, il s'agit d'une aide à mes collègues professeurs de philo ou à vous étudiants pour mieux comprendre les aspects biologiques de ce livre puisqu'il se base sur un argumentaire autour de la biologie. Ces vidéos s'adressent en priorité aux non-biologistes, pour lesquels toutes les allusions contenues dans le livre peuvent être compliquées, mais il y a aussi pour les BCPST des commentaires supplémentaires qui seront toujours mis en vert, ce qui fait que si vous n'êtes pas biologiste, ne vous inquiétez pas de ne pas comprendre quand je commente les parties en vert. Elles sont destinées en particulier aux élèves de BCPST. Pour démarrer, Canguilhem souligne le fait que, habituellement, on présente des expériences sorties de tout leur contexte, ce qui fait qu'elles sont incompréhensibles. Et en particulier, une expérience a été faite à un moment dans l'histoire des sciences pour invalider une théorie précédente. Donc on ne fait pas d'expérience dans l'absolu. En fait, une expérience sert à prouver que la théorie antérieure est fausse. Il y a aussi des expériences pour tenter de valider une théorie, mais si vous avez réfléchi à comment se construit le savoir scientifique, on ne peut pas prouver qu'une théorie est juste, on peut juste prouver que cette expérience est compatible avec la théorie. Ce que fait vraiment l'expérience, c'est une expérience qui n'est pas compatible avec une théorie et qui oblige à changer de théorie. Et tant que toutes les données expérimentales sont compatibles avec la théorie, c'est la théorie du moment, jusqu'à ce qu'une expérience vienne invalider cette théorie. Donc les expériences ont pour but fondamental d'invalider des théories et non de les prouver. Donc là déjà, il y a quelque chose à comprendre qui n'est pas dit dans le texte, mais qui est fondamental dans la démarche scientifique. Donc ce que dit Canguilhem, c'est que les expérimentations sont contemporaines d'un certain savoir. Donc vous devez connaître un peu l'histoire des sciences pour savoir dans quel contexte elles s'insèrent. Il s'agit d'une rectification de l'erreur, c'est-à-dire qu'on avait une théorie mais qui n'était pas bonne, pas complète, et on fait une expérience pour rectifier cette erreur, mais que si on présente que des expériences de portée didactique, c'est-à-dire simplifiées pour les manuels d'enseignement et sorties de leur contexte, alors on va forcément changer complètement le sens et la valeur de cette théorie. J'adhère parfaitement avec ça, à tel point que j'en viens à critiquer justement ce que vous allez faire cette année. Est-ce que c'est pas exactement ce que vous allez faire? Puisque vous prenez, à travers Canguilhem, des expériences qui ont été faites avant 1952 et qui sont analysées dans la grille de contexte des années 50. Donc en fait, elles seront présentées de façon didactique, elles seront simplifiées et tout ce qui sera dit sur les sciences à partir de Canguilhem est quelque chose de profondément daté et c'est intéressant du point de vue de l'histoire des sciences, mais on va peut-être altérer l'intérêt de l'expérimentation scientifique en tant qu'argument philosophique. Mais je ferme la parenthèse, je laisserai les profs de philo réfléchir là-dessus. Donc il commence par un exemple qui est très parlant. Il dit qu'on voit souvent dans les livres de son époque la définition, on définira la contraction musculaire comme une modification de la forme du muscle sans variation de volume, ce qui peut être établi par l'expérimentation. Et derrière, il cite une expérience où on va me montrer qu'il n'y a pas de variation de volume en mettant le muscle dans un liquide et on montrer qu'il n'y a pas de changement du niveau de ce liquide. Aujourd'hui aussi, cette définition n'a aucun sens. La modification de la forme du muscle, de la forme d'une cellule, n'est pas du tout une définition de la contraction. Aujourd'hui, bien évidemment, un biologiste va définir la contraction musculaire comme une différence de force aux extrémités de ce muscle, qu'il y ait ou pas des variations de longueur. Donc l'aspect du volume n'a plus aucun intérêt quand on le présente aujourd'hui. Donc pourquoi est-ce que dans les livres des années 50, on définit la contraction musculaire de cette sorte? Je pense que c'est plutôt dans les livres des années 30. Là,
Parce que il y a à cette époque, enfin, il y a plutôt au XIXe siècle, l'époque, une, une hypothèse courante est que les cellules sont fusionnées les unes avec les autres. Donc c'est simplement un problème technique. Quand vous utilisez vous-même les microscopes de travaux pratiques, vous savez bien que c'est extrêmement difficile de voir la limite entre deux cellules si ce n'est pas des cellules végétales, s'il n'y a pas de paroi. On a beaucoup de mal à voir les limites et on ne peut pas dire si les cellules sont fusionnées ou pas fusionnées. Parce qu'au microscope optique, notre pouvoir de résolution est, enfin, les microscopes optiques tels que vous les utilisez en TP, le pouvoir de résolution est de 1 micromètre. Et ce qui fait l'espace entre deux cellules, c'est de l'ordre du nanomètre, donc 1000 fois plus petit. Et ce n'était pas accessible par les microscopes jusqu'à ce qu'on invente le microscope électronique. Et c'est le microscope électronique qui a permis de montrer que même là où le contact semble plus étroit et où on avait pensé à une fusion, donc en particulier entre les cellules nerveuses et les muscles, beaucoup de chercheurs du 19e siècle pensaient que c'était fusionné tellement c'était proche. Le microscope électronique a permis de voir qu'en fait, il y a ce qu'on appelle une synapse chimique, c'est-à-dire un tout petit espace de quelques dizaines de nanomètres qui sépare ces deux cellules et qui font qu'elles ne sont pas fusionnées. Mais avant d'avoir le microscope électronique, il était naturel, vu ce qu'on voyait, de penser qu'en fait les cellules étaient fusionnées. Et on avait proposé que ce qui déclenchait la contraction musculaire, c'était le fait qu'il y ait du liquide qui se transmette de la cellule nerveuse au muscle. Et donc, s'il y avait du liquide qui se transmettait de l'un à l'autre, eh bien, ce qui déclencherait la contraction musculaire, ce serait une augmentation de volume de ce muscle qui recevait du liquide de la part du neurone. Bien sûr, aujourd'hui on sait que c'est faux. Il existe quelques synapses où il y a effectivement une fusion cellulaire, mais elles ne sont pas du tout en contact avec les muscles. Elles sont dans notre cervelet, à l'arrière de la tête, ce qui contrôle l'équilibre. Et c'est entre deux neurones. Et mais qu'effectivement, entre un neurone et une cellule musculaire, il n'y a pas de fusion de cellules. Il y a un espace dans lequel est libérée une molécule chimique qu'on appelle un neurotransmetteur. Et donc aujourd'hui, cette idée de changement de forme et de changement de volume, donc changement de volume, hein, bien sûr, il n'existe pas, mais il n'a aucun intérêt. Et même définir la contraction musculaire comme un changement de forme n'a même plus de sens, puisque aujourd'hui, on connaît ce qu'on appelle les contractions isométriques, et en fait, vous les connaissez très bien sans savoir jamais nommer. C'est que quand vous soulevez une valise, votre muscle, votre biceps, il ne s'est pas rallongé, mais il a augmenté de force, il s'est contracté, il a fixé les deux extrémités, mais en augmentant de la force, et donc il existe des contractions sans changement de forme du muscle. Il y en a sans variation de volume, mais il y en a aussi sans changement de forme. Donc ce qui définit la contraction musculaire, c'est les changements de force, et non pas de forme. Mais c'est un très bon exemple pour montrer que, effectivement, une expérience s'inscrit dans un contexte. Et c'est parce qu'il y a cette hypothèse de transfert de fluide qu'une définition et une expérience portant sur la variation de volume est pertinente. Et il cite d'autres expériences qui ont amené justement à cette idée de transfert de fluide et qui ont invalidé cette hypothèse de transfert de fluide. C'est les phénomènes de ligature. Donc ligature, ça veut dire qu'on prend un fil, donc aujourd'hui c'est un fil très fin de nylon, historiquement c'est un cheveu de blonde, parce que c'est ce que nous avons de plus fin, on a comme ça des choses qui sont inférieures au micromètre, et on peut faire un nœud et serrer très fort, et donc on va pouvoir ligaturer comme ça ce qu'on appelle un nerf moteur. Donc les nerfs moteurs, petite parenthèse pour les biologistes, c'est l'ensemble des axones provenant d'un neurone. Donc, pour les non-biologistes, c'est une partie allongée du neurone. Donc on va ligaturer de façon à montrer qu'il n'y a pas de fluide qui peut passer à cause de la ligature et que ainsi on va empêcher la contraction musculaire. Cette expérience semble valider l'hypothèse de transfert de fluide. Seulement si on la réinterprète aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qu'elle montre. Tout ce que cette expérience a montré, c'est que si vous faites une ligature très serrée autour d'un nerf moteur, le muscle ne peut pas se contracter. Mais en fait, c'est tout à fait autre chose. Aujourd'hui, on sait que ça s'interprète de façon complètement
autre, c'est que quand on va ligaturer ce nerf moteur, le long des nerfs moteurs, il y a des petits vaisseaux, donc ce qu'on appelle des artérioles, et qui apportent de l'oxygène aux neurones. La particularité des neurones, c'est que sans oxygène, ils meurent. Ça, tout le monde le sait. C'est le problème quand on a un accident vasculaire cérébral, un AVC. C'est qu'il y a un caillot qui est venu se mettre dans les vaisseaux du cerveau et le sang ne peut pas circuler dans une partie du cerveau, n'alimente pas en oxygène et les neurones ne survivent que 4 minutes sans oxygène. Au-delà, ils commencent à s'altérer et se déclenchent des phénomènes d'apoptose, c'est-à-dire la cellule activement rentre dans un processus de suicide où elle coupe son ADN. Ça, c'est pourquoi est-ce que ça se passe dans les neurones et dans le cœur. Vous n'avez jamais entendu parler de ces problèmes d'obturation de vaisseaux que en cas d'infarctus et en cas d'AVC. On ne vous parle pas de ça pour le foie, pour les muscles, etc. C'est parce que les autres cellules du corps sont capables de faire la fermentation. C'est-à-dire qu'elles vont produire du lactate pour produire de l'ATP. Donc elles peuvent survivre sans oxygène, et c'est heureux pour vous que les muscles puissent faire ça. C'est ce qui va vous permettre d'avoir, par exemple, de faire des courses de 1500 mètres, de faire du 400 mètres en piscine. Tout ça est basé sur la fermentation. Donc ça fait souvent des courbatures, mais ça produit de l'ATP sans avoir besoin d'oxygène. Les neurones ne sont pas capables de faire ça. Donc les neurones, à partir du moment où il n'y a plus d'oxygénation, avant qu'ils meurent, le premier symptôme, c'est que comme il n'y a plus assez d'ATP, leur activité électrique s'arrête. Parenthèse pour les biologistes, c'est dû au fait que là, il y a une pompe qui contrôle les concentrations de potassium et de sodium de chaque côté de la membrane. Chaque activité électrique fait rentrer un petit peu de sodium, fait sortir un petit peu de potassium. Et donc, au fur et à mesure qu'on a une activité électrique, si on n'a pas cette activité de la NAK-ATPase, l'activité électrique va être fortement perturbée. Et donc, elle est ATPase, elle consomme beaucoup d'ATP et c'est la respiration dans un neurone qui produit cet ATP. Donc, la NAK-ATPase s'arrête de fonctionner et l'activité électrique, du coup, va s'arrêter aussi, ce qui fait que le neurone, parce que c'est par son activité électrique que le neurone déclenche la contraction musculaire, puisqu'il n'y a plus d'activité électrique dans le neurone, il n'y a plus de contraction musculaire. Et ce n'est pas du tout, comme l'avait dit Galien, la preuve qu'il y a du pneuma qui passe du neurone en direction des muscles. C'est tout à fait autre chose. Donc vous voyez qu'une expérience peut être complètement réinterprétée. Elle semblait prouver un certain modèle dans l'état actuel des connaissances de l'époque. Mais il arrive souvent qu'on revisite complètement des expériences parce que la connaissance a progressé et on peut réinterpréter totalement les expériences historiques. Alors, dans le texte, il parle de contraction tonique, contraction clonique. Si vous n'êtes pas biologiste, vous pouvez oublier. La contraction tonique, c'est une contraction qui se maintient. C'est-à-dire que le muscle reste contracté en permanence. C'est ce qui passe quand vous tenez votre valise. Pourquoi est-ce que c'est possible d'avoir cette contraction tonique qui se maintient? Ça, je parle aux biologistes seulement. C'est que dans les neurones vont transmettre à la cellule nerveuse les potentiels d'action qui durent 3 millisecondes, mais les contractions sont bien plus longues, elles durent lors d'une centaine de millisecondes. Donc quand les potentiels d'action sont rapprochés de moins de 100 millisecondes, les contractions s'additionnent. Et donc le muscle reste contracté par le fait que les potentiels d'action arrivent à moins de 100 millisecondes. La contraction clonique, c'est une contraction temporaire avec relâchement après coup. Donc, même si vous n'avez pas compris ce point, ce n'est absolument pas important pour la compréhension des arguments de Canguilhem. Petite parenthèse aussi pour les biologistes, il est évident que Canguilhem parle toujours des muscles striés squelettiques. Il n'utilise jamais le terme squelettique, il n'utilise même pas le terme strié, mais par les expériences qu'il cite, il s'agit de muscles striés squelettiques. À aucun moment il ne parle de muscles cardiaques, à aucun moment il ne parle de muscles lisses. Donc c'est une petite précision qui peut être utile pour les biologistes. Je ferme la parenthèse pour les biologistes et on passe à la diapositive suivante. Un argument expérimental que l'on utilise assez souvent, c'est l'argument de l'ablation. Parce que l'ablation a permis historiquement de mettre en évidence des fonctions biologiques, mais évidemment c'est une approche qui est extrêmement grossière et qui peut donc être critiquée. Donc il prend l'exemple
de la mise en évidence du diabète, c'est-à-dire du fait que la concentration en sucre dans le sang ne soit plus contrôlée. La concentration en sucre dans le sang, c'est ce qu'on appelle la glycémie, qui est contrôlée à 1 gramme de glucose par litre de sang. Et donc, c'est un organisme normal, c'est un contrôle qui est très strict. La découverte du rôle du pancréas dans cette fonction serait l'objet d'un hasard. Donc, la façon dont l'histoire est racontée, c'est que au démarrage, c'était von Mering, qui était donc à l'Institut de chimie biologique de Strasbourg, qui aurait rencontré par hasard Minkowski à la bibliothèque et qui lui aurait confié sa perplexité par rapport à son travail du moment, qui était d'étudier comment ce que sécrète le pancréas permet de digérer les graisses. Parce que l'essentiel du pancréas a un rôle de production d'enzymes, donc certaines enzymes qui digèrent les protéines, ça c'est pour les BCPST, et aussi des lipases, c'est-à-dire des enzymes qui digèrent les graisses. Et donc il avait tenté l'expérience classique que vous connaissez maintenant, qui est de ligature, donc en serrant très fortement les canaux qui relient le pancréas à l'intestin. Mais ça ne marchait pas bien parce que le suc pancréatique passait quand même dans la lumière intestinale et donc les graisses étaient toujours digérées. Et donc Minkowski aurait proposé une pancréatectomie. Quand c'est en ectomie, ça veut dire qu'on coupe, on supprime, on fait une ablation du pancréas. Et il l'a fait parce qu'à l'époque, il n'avait pas lu ce qu'avait écrit Claude Bernard, qui disait que c'était fatal. En fait, oui, c'est fatal. Si les animaux sont ensuite nourris avec du sucre, ils vont mourir assez rapidement des conséquences du diabète. Et puis, si on leur propose que des protéines complexes, ils n'arriveront pas à digérer les protéines. Mais ce n'est pas nécessairement toujours fatal. En fait, ça va dépendre énormément de l'alimentation que l'on donne aux animaux après cette pancréatectomie. Et donc, comme souvent en science, c'est quelqu'un qui ne sait pas que c'est impossible, qui tente l'expérience, qui en fait fonctionne dans d'autres conditions légèrement modifiées. Et donc, ils font cette pancréatectomie et ils découvrent tout à fait autre chose que la digestion. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sérendipité, c'est à partir du mot anglais serendipity. C'est le fait de faire une expérience pour essayer de prouver quelque chose dans un domaine donné. Et puis, cette expérience ne marche pas pour ce qu'on voulait prouver, mais d'avoir la liberté d'esprit de s'apercevoir qu'en fait, cette expérience montre complètement autre chose. Le cas le plus célèbre de sérendipité, c'est la découverte des antibiotiques. On dit que Fleming serait parti en vacances en n'étant pas très propre et en abandonnant ses cultures de bactéries sur la paillasse au lieu de s'en débarrasser comme tout chercheur propre. Et qu'en revenant de vacances, il avait découvert que malheureusement, ses expériences n'étaient vraiment pas bonnes parce qu'il y avait une contamination avec du champignon. Et donc, ce n'était pas un bon expérimentateur parce que quand on travaille en milieu stérile, on ne doit pas avoir de champignons qui arrivent dans les cultures de bactéries. Donc, qu'aurait fait n'importe qui, les jeter à la poubelle en se disant je ferai mieux la prochaine fois et je nettoierai mes affaires avant de partir en vacances. Mais il a observé et il a vu qu'il y avait une frontière autour des champignons où il n'y avait pas de bactéries. Et à partir de là, il a proposé que les champignons proposent une molécule qui empêche la vie des bactéries, un antibiotique. Et donc c'est cette liberté-là de réinterpréter une expérience ratée qui permet de découvrir quelque chose qu'on appelle la sérendipité. Et donc c'est ça qui s'est passé avec von Mering et Minkowski. Ils ont travaillé sur la digestion des graisses, mais ils ont eu l'intelligence de voir si d'autres choses à part la digestion étaient modifiées. Et ils ont noté que parmi les choses qu'il y avait, les urines sont sucrées. Alors vous dites, mais comment ils ont pu savoir ça? Eh bien, c'est que c'était un diagnostic assez classique de goûter les urines jusqu'à une époque relativement récente. Aujourd'hui, on prend des bandelettes de glucose, mais à l'époque, on goûtait les urines et on voyait tout de suite si elles étaient sucrées. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le diabète sucré. Et donc chez ce chien, les urines qui normalement ne sont pas sucrées contiennent du glucose parce qu'il y a des moments où la concentration de glucose dans le sang n'est pas contrôlée, fait des pics très élevés, et lors de ces pics très élevés, le glucose passe dans les urines et donne des urines sucrées.
Évidemment, comme attendu, hein, il avait aussi des problèmes digestifs, ça, on s'en serait douté. Donc l'expérience suivante a consisté à toujours faire une ablation, mais à essayer de pallier l'absence de l'organe par les molécules que contiennent cet organe. Donc pour faire ça, on broie l'organe en question et on le réinjecte dans la circulation sanguine. Et effectivement, on obtient une réduction du diabète, en particulier une réduction de la quantité de sucre dans les urines. Donc l'étape suivante, c'est de s'apercevoir que le pancréas n'est pas du tout homogène. Le pancréas contient des zones ici beaucoup plus claires. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des îlots de Langerhans. Et puis, il contient dans son immense majorité des structures plus foncées qu'on appelle des acinies. Donc les acinies, c'est ce qui produit les enzymes digestives, et l'îlot de Langerhans ne produit pas les enzymes digestives. Et donc en injectant les broyats, on a pu se rendre compte qu'il y avait deux fonctions complètement séparées dans le pancréas, qu'on améliorait le diabète seulement quand il y avait des îlots de Langerhans dans le broyat. Par contre, bien sûr, on n'a pas amélioré la digestion, puisqu'on injecte ça dans le sang et non pas dans le tube digestif. Donc la digestion pose toujours problème. L'histoire ne dit pas combien de temps vit cet animal, mais je suppose que s'il a survécu, c'est qu'on lui a donné du coup une nourriture où il n'y avait pas beaucoup de lipides et les protéines étaient déjà en partie digérées. Donc avec cette expérience, Canguilhem dit oui, parfois, il arrive qu'en étudiant des organes, on découvre des fonctions, mais vous avez vu, c'est de la sérendipité, c'est-à-dire ça arrive par hasard. La plupart, c'est plutôt autre chose. On cherche une fonction, et parce qu'on cherche une fonction, on finit par découvrir les organes porteurs de ces fonctions. C'est rarement en se demandant quelle est la fonction de l'organe qu'on le découvre, c'est bien plus souvent en travaillant sur les fonctions. Donc là, il fait des allusions qui demandent un petit peu de connaissances biologiques. Donc en particulier, il parle des surrénales. Donc lui, il dit capsule surrénale, c'est un vieux terme. Aujourd'hui, on dit glande surrénale parce qu'on sait qu'elles produisent des hormones. Le terme capsule est neutre, hein, c'est une structure posée sur les reins. Glande surrénale est un terme déjà interprétatif, donnant la fonction. Une glande est forcément un organe qui est spécialisé dans la production d'hormones. Donc au départ, c'est Thomas Addison qui a découvert la fonction des surrénales, mais une fois de plus, c'est de la sérendipité parce qu'il ne s'intéressait pas du tout aux fonctions qu'on attribuera par la suite aux surrénales. Lui, ce qui l'intéressait, c'était tous les aspects anormaux de la peau. Il était passionné par ça, et donc il a décrit une hyperpigmentation particulière, et auquel son nom a désormais été associé, qu'on appelle la maladie bronzée d'Addison, et qui était associée à une hypotension. Ça veut dire que la tension artérielle est très faible. Donc ce sont des personnes qui ont très facilement des vertiges en se penchant en avant, qui peuvent même avoir des malaises parce que leur tension artérielle est beaucoup trop faible. Et puis qui bien sûr ont une hyperpigmentation de la peau. C'est pour ça que couramment on appelle ça la maladie bronzée d'Addison. Et plus tard, on a découvert que tous ces symptômes s'expliquaient par la production d'hormones. Donc je vais définir hormone. Pour qu'une molécule soit une hormone chez un animal, il faut que ce soit une molécule qui passe dans le sang, obligatoirement dans le sang, et qui agisse à distance sur des organes cibles. Et on a prouvé que les hormones qui faisaient cette hypotension et cette hyperpigmentation étaient produites par les surrénales. Donc les surrénales, elles se divisent en deux parties. Vous avez donc l'extérieur, le cortex, donc on appelle ça les cortico-surrénales, et puis la centrale, médulaire, donc on appelle ça les médullo-surrénales. Ça peut paraître une distinction technique, mais en fait elles n'ont pas du tout la même fonction. Et donc en étudiant les fonctions, on a fini par découvrir que les surrénales étaient en fait un organe double, un organe mixte. Petite parenthèse pour les BCPST, c'est parce qu'elles ont une double origine embryologique, c'est deux vésicules différentes qui s'associent, et c'est pour ça qu'on a des fonctions aussi différentes. Donc ce qui cause la maladie bronzée d'Addison, c'est un défaut de sécrétion de ce qu'on appelle les glucocorticoïdes. Donc c'est-à-dire ce sont des hormones hydrophobes
basés sur le noyau cholestérol qui contrôlent la concentration en glucides, le plus célèbre d'entre eux étant le cortisol. Et puis, ce qui va faire une autre partie des symptômes, c'est qu'il y a aussi production de ce qu'on appelle les minéralocorticoïdes, donc toujours des hormones stéroïdes, mais qui contrôlent la concentration en ions dans le sang, en particulier la concentration en sodium. Donc tout ça, la plus célèbre d'entre elles pour les biologistes, c'est ce qu'on appelle l'aldostérone qui contrôle la concentration en sodium. Et donc quand il n'y a pas assez de sodium dans le sang, il y a une diminution du volume de sang et ça va amener à une hypotension. La partie médulaire des surrénales est elle devenue encore plus célèbre puisque les médulosurrénales, c'est ce qui produit l'adrénaline. Donc comme hormone du stress, on entend parfois dire cortisol, parfois dire adrénaline. Il faut savoir de quel stress parle votre interlocuteur. S'il s'agit d'un stress de long terme, un stress chronique, en particulier tout ce qui est stress post-traumatique, là on parle de sécrétion de cortisol. Au contraire, si on est sur un stress aigu, en particulier un sport intense, typiquement, là il s'agit de l'adrénaline. Donc elles ne sont pas sécrétées du tout dans les mêmes conditions et elles n'ont pas du tout les mêmes conséquences. Un autre exemple de découverte de fonction qui a permis d'identifier des organes, donc ce sont les expériences de Brown-Séquard. Donc on est toujours au 19e siècle et qui donc a fait une ablation des deux glandes surrénales. Alors les anglo-saxons disent adrénal et non pas surrénal, donc ils préfèrent parler grec plutôt que latin. Et parfois ils disent épinéphrine pour dire adrénaline, épinéphrine qui est sur le néphros en grec. Et nous on est adrénaline, ce qui est à côté du rein, qui est sur le rein en latin. Mais quand vous entendez épinéphrine dans une série américaine, il s'agit en réalité pour nous en français de l'adrénaline. Donc il a montré que si on fait une ablation d'une seule de glandes, il ne se passe pas grand chose. Si on fait une ablation des deux glandes, alors en 12 heures, les animaux meurent et c'est pas particulier un type d'animaux, beaucoup d'animaux utilisés vont mourir, sauf si on injecte dans les veines des broyats provenant de ces corticosurrénales. Les médulosurrénales ne sont pas indispensables, les corticosurrénales, elles, si le sont. En particulier, le contrôle de la concentration en ions dans le sang, qui est quelque chose d'important. Et donc à partir de ça, il est effectivement arrivé à la notion d'hormone, comme le cite Canguilhem, c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'une glande produit des hormones si on peut remplacer complètement sa fonction par un broyat de cet organe, parce que ça veut dire que ce qui agit dans cet organe, ce sont des molécules qui passent dans le sang. Et c'est ce qu'on fait avec le broyat, on prend les molécules, on les met dans le sang et on arrive à remplacer la fonction. Et donc là, on peut retrouver la fonction de cet organe en faisant une ablation. On voit ce qui est perdu, quelles sont les fonctions qui sont perdues. Donc ici en particulier, c'est le contrôle du volume sanguin et par là de la tension artérielle. Ce contrôle est complètement perdu et on peut le restaurer en injectant un broyat de l'organe. Alors, petite critique de biologiste, ce n'est pas si facile que ça a l'air comme ça. Là, c'est justement une présentation pédagogique que Canguilhem critique lui-même. Il faut injecter la bonne concentration de broyat au bon moment pour arriver à restaurer une fonction de contrôle aussi subtile que le contrôle du volume sanguin. Donc ce n'est pas si simple. Brown-Séquard a eu en fait quand même beaucoup de chance dans ses expériences.